Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Vous avez certainement déjà entendu parler de la psychothérapie, mais la thérapie psychospirituelle peut-être pas. Nous allons le découvrir avec notre invitée qui est spécialiste du domaine. Elle s'appelle Kionetra. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes thérapeute psychospirituelle. Si on va entrer directement dans le vif du sujet pour vous demander déjà ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie spirituelle? Alors moi du coup, effectivement, je suis thérapeute psychospirituelle. Pourquoi est-ce que je me nomme ainsi? C'est parce que je me suis rendu compte, moi-même en me faisant accompagner, qu'on ne prenait pas en considération mes croyances spirituelles. On était énormément dans la psychologie, effectivement dans le mental, mais on ne se questionnait pas sur quelles sont mes croyances parce que ça fait pleinement partie de moi, de mon quotidien, de ma manière d'agir et du coup de me questionner sur la vie. Donc comme moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'accompagnement qui prenait en considération là cette sphère spirituelle, j'ai vraiment décidé de l'incarner pleinement dans mes accompagnements parce qu'il y avait un vrai besoin. Et on va dire la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ce sujet, c'est que les personnes n'arrivaient pas à se retrouver dans les accompagnements dits occidentaux parce qu'on ne prenait pas en considération tout simplement leurs croyances dites spirituelles. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que... Vous avez fait comme un état des lieux qui vous a permis de déboucher sur ce constat. Mais en quoi la vie spirituelle de la personne, les croyances spirituelles de la personne peut influencer sur la réussite d'une thérapie psychologique selon vous? Alors, je donne un exemple concret. Donc, moi, du coup, je suis d'origine algérienne. Quand je me suis faite accompagner, la thérapeute ne s'était pas questionnée de quel est le lien avec ma famille en lien avec mes croyances. Donc, dans mes croyances, le lien avec les parents est très, très fort. Donc, quel que soit ce qui peut se passer entre moi et mes parents, ça reste mes parents, donc pour moi, je ne me vois pas couper avec eux. Elle avait été très ferme en disant qu'il faut que je coupe complètement contact avec eux sans à un moment donné me dire mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous, quel est votre rapport avec vos parents, c'est quoi le lien avec vos croyances. Donc ça a un impact parce que du coup, si la personne devant vous n'est pas vraiment attentive à qui vous êtes, n'est pas vraiment attentive à vos croyances, vous ne vous sentez pas compris et du coup, vous n'arrivez pas à pleinement vous impliquer dans l'accompagnement thérapeutique. Et ça peut en quelque sorte plomber le processus. Oui. Alors, vous, ce que vous proposez, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, cette thérapie, cet accompagnement thérapeutique psychospirituel. Comment cela fonctionne? Alors, dans un premier temps, j'ai un échange avec la personne qui dure entre 15 et 30 minutes. Moi, ça me permet de faire en quelque sorte un état des lieux. De qui est cette personne, quels sont ses besoins, quelles sont aussi ses croyances et d'être sûr que je peux vraiment l'accompagner. Je le redis, je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Donc, en fonction de ce que la personne va me dire, si je sens que je ne suis pas habilitée, déjà, je vais la rediriger. Donc ça, c'est un point qui est important pour moi. Ensuite, dans un second temps, si c'est oui pour moi et oui pour la personne, parce qu'il faut qu'il y ait un feeling, sinon l'accompagnement ne sera pas une réussite. Dans un premier temps, ça dure 3 mois. Donc le premier mois, c'est un temps où je partage à la personne des outils pour qu'elle puisse être autonome. On a toutes les ressources à l'intérieur de nous, sauf qu'on ne nous a pas appris à nous découvrir. Donc moi, ce premier mois, c'est vraiment un temps pour que la personne puisse se découvrir. Le deuxième mois, c'est un temps où on va vraiment travailler sur les blessures, sur les croyances. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas épanouie dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Et le dernier mois, c'est un temps où on va vraiment conscientiser et révéler nos forces. Donc l'estime de moi, l'amour de moi, mon rapport avec moi-même, mais aussi quelle est la vie et la vision que je veux réellement construire pour vraiment atteindre cet épanouissement personnel. Vous avez dit au prime abord que vous n'êtes pas psychologue ni psychiatre de formation. Comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui, pratiquer ce métier qu'est la thérapie psychospirituelle? Alors de base, moi j'avais commencé à faire la fac de médecine, mais je ne me suis pas vraiment retrouvée dedans. Ensuite, j'ai fait un BTS nutrition, mais l'outil, pareil, ne me convenait pas. Je savais que je voulais accompagner les gens dans un mieux-être, mais je ne savais pas encore quel outil je voulais utiliser. Donc, j'ai été amenée à travailler, j'ai découvert la naturopathie dans les magasins bio, et là, ça a vraiment été une découverte pour moi. Le lien qu'on peut vraiment accompagner la personne dans sa globalité, parce que également en nutrition, on prenait en considération l'alimentation de la personne, mais pas le lien psychologique avec la personne. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne prenait pas en
considération en fait cette sphère-là. Donc au fur et à mesure du temps où je me suis questionnée, ou moi-même j'ai été accompagnée, j'ai pu découvrir différents outils comme l'hypnose, la sophrologie, l'EFT, l'intelligence émotionnelle, les blessures de l'âme, avec Lise Bourbeau qui a écrit vraiment une école qui répond clairement à cette demande-là. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de me former. Déjà pour moi-même, pour me découvrir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon ben, tu as pu acquérir aussi en maturité parce que je ne me voyais pas accompagner des personnes si moi-même je ne me sentais pas apte et mature pour. Et je me suis lancée par la suite dans cet accompagnement psycho-spirituel. Donc c'est vraiment un mélange au final de différents outils, comme je viens de le dire. Autrement dit, vous êtes autodidacte? Non, je ne suis pas autodidacte parce que je me suis formée. Par exemple, la sophrologie, je me suis formée à l'Institut Catherine Alota. Je me suis également formée à l'hypnose, à l'intelligence émotionnelle, à l'EFT, aux blessures de l'âme. Vous parlez d'EFT, il s'agit de quoi puisque nous ne sommes pas de ce domaine? Alors l'EFT, c'est des notions de tapping qui permet d'appuyer sur des points énergétiques comme l'acupuncture pour permettre une libération de certaines croyances qu'on va avoir. En fonction des points où vous allez taper dessus, ça permet vraiment de libérer certaines choses que vous avez engrammées à l'intérieur de vous. Alors, Télé Sud, c'est une chaîne qui est suivie par des milliers d'Africains. Et en Afrique, aller voir un psychothérapeute, c'est un luxe que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. Et quand on a même les moyens pour s'offrir ou pour aller voir un thérapeute, on se dit qu'on n'en a pas besoin et qu'on est suffisamment fort pour gérer ses problèmes psychologiques. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce genre de public qui, en quelque sorte, met de côté la thérapie psychologique? Alors, c'est une vraie réalité parce que même quand je me suis fait accompagner, mes parents ne comprenaient pas parce que pour eux, c'était synonyme de « non, mais t'es pas folle, t'es pas faible, tu n'as pas besoin de ça ». Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au final, se faire accompagner, ça demande vraiment du courage. Donc, ce n'est pas une question de faiblesse de se faire accompagner, ça demande du courage parce que ça demande de faire face à soi, à sa réalité de vie. Chez nous, un père n'a pas le droit de pleurer, par exemple, ou de montrer ses émotions devant ses enfants, par exemple. C'est ça. Mais en fait, au final, ça crée un mal-être. Parce que l'homme porte énormément sur le côté matériel, c'est une réalité, et la femme, elle porte énormément sur le côté émotionnel. Donc si tout le monde reste dans son coin avec toutes ses émotions, toute sa frustration, ben, c'est ce qui crée du mal-être et ce qui crée aussi par la suite des relations qui ne sont pas harmonieuses. Donc se faire accompagner, c'est dans un premier temps se faire un cadeau pour soi, dans son courage et dans sa vérité personnelle, mais aussi se faire un cadeau dans les relations que l'on souhaite construire pour qu'elles soient plus harmonieuses, mais aussi plus alignées avec la vie qu'on veut vraiment construire. Parce qu'on nous a énormément appris à subir. Il faut subir, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois fort. Mais on ne nous a pas appris à nous poser et juste à nous demander, mais de quoi est-ce que moi j'ai vraiment envie de vivre pour être épanouie dans cette vie-là ? Et c'est le but d'un accompagnement, c'est de se rendre compte qu'au final, on a peut-être été conditionné d'une certaine manière, mais que nos réelles envies, nos réels besoins n'ont jamais vraiment été au centre de notre vie. Quand on parle de personnes fortes qui s'excluent le droit d'aller consulter un psychologue, il y a la femme africaine qui se sent forte, qui se dit au-dessus ou prête à affronter tout ce qu'il y a comme défi. Et vous relevez cette problématique, vous parlez du syndrome de la femme forte et vous proposez une thérapie par rapport à cela. Expliquez-nous. Je vais vous dire tout ça. Donc ça a vraiment été un constat. Moi, je pensais que j'étais la seule personne qui se mentait un peu à elle-même avec cette notion de femme forte. Oui, je suis une personne qui va de l'avant, qui peut tout supporter, qui peut tout gérer. Effectivement, c'est vrai. J'ai beaucoup de ressources pour aller de l'avant. Mais par contre, j'avais un certain mal-être. Vous voyez, le soir, quand vous êtes chez vous, avant de dormir, vous avez une tristesse qui remonte. Je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Sauf que quand j'ai commencé à accompagner, donc 90% de ma clientèle, ce sont des femmes, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable. Toutes ces femmes que j'accompagne, en fait, elles ont le même problème que moi. 1, 2, 3, jusqu'à arriver à une 50aine de femmes. Et là, je me suis dit, non, il y a un réel sujet autour de la femme africaine qui est qu'on a ce syndrome-là de la femme forte, de je fais croire au monde que je peux tout porter, que je sais aller de l'avant, que je n'ai pas de souci pour me sacrifier. Mais en réalité, j'ai un réel mal-être parce qu'en fait, je fais tout pour les autres, je ne me mets pas au centre de ma vie. Et je subis et j'avance en pensant que en ayant ce costume-là de la femme forte, eh bien, c'est une manière pour moi de peut-être être acceptée ou aimée ou construire mon foyer. Donc ça crée vraiment un mal-être chez la femme. Et moi, j'ai décidé effectivement en 2021 de créer le premier accompagnement pour les femmes fortes. C'était à contre-courant, hein, je vous avoue, c'était un peu osé de faire ça. Alors que sur les réseaux, on disait vraiment, sois une femme, avance, ne pleure pas. Moi, j'ai dit, écoutez, on est fatigué. Il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet-là, donc
je vais le proposer. Tous les coachings aujourd'hui tentent de démontrer que la femme, surtout la femme africaine, qu'elle a tout ce qu'il y a comme potentiel, qu'elle peut déplacer les montagnes, qu'elle peut aller de l'avant. Est-ce mauvais quand même pour des femmes de pouvoir se mettre cela dans la tête et d'évoluer avec? Alors, de se dire qu'on peut déplacer des montagnes et qu'on peut tout faire dans notre vie, je trouve ça positif. Par contre, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je peux faire tout ce que je désire, mais qu'est-ce que je désire réellement? Si je déplace des montagnes parce que c'est ce qu'on attend de moi et que je pense que je vais être bien vue parce que je vais faire ça, c'est ça qui pose problème. Est-ce que je suis à l'écoute de mes émotions? Est-ce que je suis à l'écoute de mes limites? Est-ce que je fais vraiment ça pour moi? Ou est-ce que je fais ça pour prouver aux autres que je suis digne d'être une femme respectueuse et respectable? C'est ça le danger. La femme qui est félicitée aujourd'hui, c'est celle qui démontre toute sa force. Bah oui, c'est celle qui démontre toute sa force, mais est-ce qu'elle est réellement heureuse? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, ça fait déjà peut-être un peu plus d'1 an que vous avez mis en place cette thérapie. Quels sont les résultats que vous avez obtenus auprès de ces femmes que vous avez eu à accompagner? Alors, les résultats sont quand même, je vous avoue, assez incroyables. Parce que déjà, le premier accompagnement que j'ai proposé, il a été complet en moins de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y avait une réelle demande. Et les résultats qu'on a pu voir, c'est déjà des femmes qui étaient vraiment épanouies, qui prenaient conscience qu'elles n'étaient pas ici pour survivre, mais elles découvraient la notion de vivre, de plaisir. Ça, c'était une chose. Elles se rendaient compte qu'au final, se prioriser, ce n'était pas synonyme d'égoïsme et que les femmes qui avaient un foyer, au final, elles avaient plus d'énergie pour prendre soin de leurs partenaires et de leurs enfants, donc c'était bénéfique pour tout le monde. Elles avaient cette croyance que si elles se remettaient au centre de leur vie, eh bien, le foyer allait se sentir abandonné. Sauf que si vous avancez avec frustration et mal-être, qu'est-ce que vous avez à donner si ce n'est de la frustration et du mal-être? Alors que quand vous vous remettez au centre, ce que vous avez à donner, c'est de l'amour, de l'épanouissement. Donc le foyer le ressent. Donc ça recrée aussi une communication dans le couple. Donc l'homme aussi s'autorise plus facilement à parler parce qu'il a devant lui une femme qui se connaît, qui est en capacité de communiquer d'une manière saine, sans être agressive parce qu'elle a trop porté, et aussi avec ses enfants de pouvoir être aussi plus harmonieuse parce qu'elle prend conscience qu'elle a vraiment envie de passer du temps avec eux et que c'est pas quelque chose qu'elle supporte au final. Une dernière question, vous allez y répondre en 30 minutes. Quand on parle de ces femmes fortes, on voit beaucoup de femmes immigrées aujourd'hui en France qui peuvent souffrir d'un mal-être. Quel conseil avez-vous à donner à ces gens de femmes qui vivent ici en Occident et qui ont dû immigrer et qui subissent beaucoup de difficultés? Déjà de s'autoriser à se poser la question, qu'est-ce que j'ai réellement envie? Je pense que c'est une question, vous allez dire peut-être très simple, mais au final elle est assez complexe. Qu'est-ce que moi j'ai réellement envie pour ma propre vie? Et en fonction de ce qui va ressortir, sûrement s'autoriser à se faire accompagner, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont remonter, qu'on n'a peut-être pas forcément les capacités de gérer ça seul. Kionendra, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder Télé Sud pour vous informer. Au revoir.